Alors bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Entre 15-30 présenté par Redé Canada. Je suis votre animateur Anthony Vizina aujourd'hui et j'accueille Monsieur Rivard. Donc Martin, prends le temps de te présenter s'il te plaît. Parle un petit peu de toi, parle de ton parcours et bien sûr de où tu proviens. Bonjour tout le monde. Donc, originalement, je viens de la région d'Ottawa. Puis en 2016, j'ai déménagé à Kelowna. Et puis maintenant, j'appartiens à la compagnie Vigilante Plant-Based Food. Donc, c'est une compagnie qui... le but, c'est d'essayer de grandir pour offrir des produits qui sont hauts en protéines à base de plantes. Donc, en ce moment, notre produit principal, c'est du tempeh. Donc, on est une compagnie qui fait différentes sortes de tempeh. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi du tempeh? Quel genre de produit? Oui, non, absolument. Avec les marchés qu'on fait, il y a beaucoup d'éducation autour. Il y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi, donc je l'explique assez régulièrement. Donc, le tempeh, essentiellement, c'est une fermentation. Traditionnellement, c'est fait avec des fèves de soya, mais il va avoir essentiellement du mycélium, qui est comme le corps vivant d'un champignon, qui va grandir autour des fèves, puis qui vont toutes les joindre dans un bloc. Donc, à la fin, tu as un produit similaire au tofu, sauf que tu as toujours les fèves qui sont comme toujours pleines dedans, tandis que le tofu, c'est plus un produit homogène. Vraiment, la magie du tempeh vient de la fermentation. Donc, tout comme les champignons dans la nature, où ce que le champignon va prendre de la matière organique et puis la décomposer pour retourner comme les nutriments dans le sol. C'est essentiellement la même chose qu'il va faire au tempeh. Donc, les fèves deviennent plus faciles à digérer, ils causent moins de problèmes intestinaux, tu es capable d'absorber plus de la nutrition. Donc, c'est une étape de processus qui rend les fèves plus accessibles à notre corps. Donc, comme j'ai mentionné, traditionnellement, c'est avec des fèves de soya. Des fèves de soya crues sont extrêmement difficiles à digérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des différents produits de soya qui passent à travers de différents processus, souvent une fermentation. Si on pense comme à natto, miso, la sauce soya, il y a tout un processus de fermentation. Puis le but, c'est de rendre la fève plus facile aux humains à digérer. Donc, le tempeh, c'est juste une de ces fermentations là. Ouais, j'étais pas au courant que c'était une difficulté de digestion au niveau de la fève de soya. Ouais, non, c'est Sur les fèves, n'importe quelle fève, c'est essentiellement une graine. Et puis, le but de la graine, c'est que ça passe à travers de ton système digestif, ça aille dans le sol, puis que ça grandit dans une plante. Donc, ça vient avec... Chaque graine va venir avec comme différents mécanismes pour comme essayer de se protéger. C'est pour ça, si tu te fais comme des bines, tu veux les laisser tremper dans de l'eau pour 24 heures parce que ça commence à relâcher différents comme systèmes de protection qu'ils ont. Si tu ne fais pas ça, c'est là que tu as une plus grande chance d'avoir comme des problèmes d'indigestion, comme des gaz. Donc, ouais, on essaie juste de comme mettre la fève dans un environnement pour qu'elle nous donne sa nutrition puis qu'elle ne nous attaque pas avec ses systèmes de défense. OK, excellent. Puis là, OK, donc qu'est-ce qui t'a amené à démarrer ce projet-là, cette entreprise-là? Que ça fait depuis combien d'années, justement? 2018, j'ai commencé. Je travaillais un petit peu dessus en 2017. So, j'ai déménagé à Kelowna. J'ai eu une job qui était un petit peu comme un bullshit job. Puis je me suis fait laisser aller. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais? Pardon? Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais comme du recrutement pour un collège privé. OK. Right. C'était pas super excitant. C'est pas quelque chose que je peux réveiller à chaque jour. Puis j'étais comme, c'est quoi, je vais me donner à 100% là-dedans. Ça me remplit de joie de travailler pour un collège privé. So, je me suis fait laisser aller. So, mon éducation, je sais pas vraiment où commencer l'histoire, mais mon éducation, so, j'ai un bac en business de l'Université d'Ottawa. So, j'ai toujours trouvé l'entrepreneuriat intéressant. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. So, quand je me suis fait laisser aller, j'avais toujours ça comme en arrière de la tête. Et puis, une de mes passions, c'est l'entraînement physique. Donc, dans le temps,
Je venais juste de commencer à comme, mettre plus d'énergie dans le powerlifting. Donc, on travaillait avec un coach et puis tout ça. So, il y a juste beaucoup d'aspects du casse-tête qui rentrent ensemble. So, j'étais intéressé en business, en entrepreneuriat. J'ai comme l'exercice physique spécifiquement, powerlifting m'intéressait. Et puis, une couple d'années avant, en 2014, j'avais fait la décision de transitionner à une diète vegan ou végétalienne. Donc, j'étais en train de chercher pour des produits qui étaient hauts en protéines. Et puis, si tu cherches en ligne pour comme les top 10 nourritures qui sont hautes en protéines, tu vas souvent voir du tempeh mentionné. Donc, je regardais à comme rajouter différentes nourritures à mon plan de nutrition. Et puis, je n'étais pas capable de trouver de tempeh, donc j'ai décidé d'en faire. Et puis, j'étais capable. Donc, de là, j'ai vu qu'il y avait... Tu étais capable de le faire avec différentes options. Donc, comme j'ai mentionné, le tempeh, traditionnellement, c'est fait avec des fèves de soya, mais nous autres, on a 4 différentes sortes de tempeh, donc on utilise différentes sortes de fèves pour avoir des options sans soya. Donc, j'ai été capable de faire une coupe de batch, et puis de là, j'ai vu qu'il y avait un programme où si tu t'es fait laisser aller, au lieu d'être sur EI, Unemployment, le gouvernement était pour me supporter à passer à travers d'un programme de développement économique pour aider les gens à se lancer en affaires. Donc, j'avais déjà le background en affaires côté académique avec mon bac. Mais quand j'ai passé à travers du programme, c'était comme beaucoup de comme passer à travers comme des niveaux de base de business, sauf que j'ai eu la version locale. Comme je connaissais l'environnement à Ottawa, mais comme être en Colombie-Britannique, être à Kelowna spécifiquement, je ne connaissais pas vraiment. Donc, travailler avec l'organisation Community Futures, c'est eux autres qui ont fait le programme, ça m'a vraiment aidé à comme, connecter à l'environnement entrepreneurial de Kelowna. Donc, j'ai passé à travers du programme, puis c'est de là que j'ai comme, commencé ma business. J'ai eu un petit prêt d'affaires avec eux autres. J'ai commencé au marché, puis là, les 2 premières années, j'avais comme toujours une job à temps partiel. On grandissait. C'était difficile, surtout pendant l'été avec les marchés. C'est beaucoup de travail. Oui, hein. Mais ouais, là, la pandémie, elle a frappé, mais ouais, laisse-moi savoir si tu as des questions. Non, regarde, c'est ça. Moi, c'est vraiment discussion très naturelle. Donc, tu sais, on pose des questions, on s'échange des réponses. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par ça. Tu as commencé, tu as mangé plusieurs aspects de ton parcours, donc c'est parfait. Pour nous positionner, là, tu as quel âge en ce moment, Martin? 31. 31, parfait, excellent. Moi, j'ai bientôt, en fait, dans 2 semaines, j'ai 23 ans. Donc, c'est cool. Toi, tu es plus dans la génération des millennials. Mais on voit que les millennials puis les Gen Z, ma génération, on a beaucoup plus un esprit créatif, beaucoup plus d'intérêt, je crois, pour redonner à notre société un aspect social disons, à nos projets ou à nos entreprises. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Oui, ben c'est ça. Je suis curieux que tu penses comme où est-ce que tu penses que ça vient cet instinct-là? Cause définitivement, je pense que comme certainement, moi je vois la même chose, puis on le voit aussi comme au niveau politique en ce moment, il y a comme un gros mouvement quand ça arrive à comme les gens qui commencent à comme s'organiser avec des unions. Comme au niveau politique, il y a, comme les gens commencent à reconnaître comme où ce qu'ils sont, comme dans la point de vue société. So, je suis curieux. Ouais. Ça amène un bon point. Pour répondre à ta question, puis je pense que j'ai brainstormé là-dessus avec mes amis récemment, puis on s'est dit que c'est probablement peut-être avec nos parents puis nos grands-parents que, tu sais, il y en a, moi, de mon côté, mes parents, ils ont vécu une assez belle vie indépendante, ils ont eu leur propre entreprise, mais il y en a aussi d'autres générations que c'était plus... Ils étaient pris dans une job, puis c'était mal vu de quitter un employeur. C'était bien vu de rester 30, 40, 50 ans dans une même entreprise et de monter l'échelon corporatif, l'échelle corporative. Mais finalement, tu te retrouves à la retraite. Tu n'as pas nécessairement t'as plus d'énergie pour voyager, etc. Donc, ce plan-là d'attendre à la retraite pour faire ce que tu aimes n'a pas vraiment fonctionné. Donc là, les enfants commencent à voir ça et réalisent que c'est pas un plan, puis je veux pas vivre cette même réalité-là que mes parents ou mes grands-parents ont vécu. 100%. Puis en plus, tu lances là-dessus que comme notre génération, point de vue financier, on va probablement pas être mieux que la génération des parents. Tu peux lancer comme l'environnement, puis tu as des différentes conditions. Je trouve que c'est un temps qui est comme
radicalisant un peu, où c'est comme, OK, le système ne fonctionne pas nécessairement, donc comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on s'aligne. Puis qu'est-ce que tu as mentionné, c'est essentiellement comme la raison principale pourquoi je me retrouve en Colombie-Britannique. OK. J'étais stagiaire avec une compagnie, Fortune 500, c'est une compagnie que tu connais, je suis certain. Quand j'ai gradué, ils m'ont offert de travailler avec eux autres, donc j'ai travaillé avec eux autres. Right. Et puis, j'étais comme dans ce mindset-là de comme essayer de comme climb the corporate ladder, get to the top. Et puis, tu sais, quand dimanche arrive, puis t'es comme en train de te préparer pour comme, t'as comme un petit peu une petite dépression, c'est comme... Pour le lundi, il faut que je rentre au bureau. C'est comme, c'est une des choses que j'ai réalisées. J'avais toujours comme... Je voulais toujours me faire frapper comme par un auto, mais comme... Pas pour comme que ça me tue ou que ça me casse un bras, mais juste pour comme que j'ai comme un mois off. Je voulais juste comme avoir une pause. Right. Je pensais que c'était normal. Je pensais que tout le monde était de même. Mais c'est quand j'ai déménagé à Kelowna puis que j'ai commencé à faire comme j'ai toujours des défis, comme l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile, puis je ferais probablement certaines choses différentes, mais comme je suis content avec ce que je fais. Quand que je mets mon énergie dans quelque chose, je suis capable de voir les résultats, puis c'est juste comme... J'ai pas réalisé comme où c'est que j'étais dans le temps. Comme, qu'est-ce que je pensais c'était normal de comme... J'étais vraiment, comme on dit en anglais, j'étais en train de juste comme white-knuckler comme la vie. J'étais juste comme... Pas dans un bon spot, puis j'étais pas capable de reconnaître ça. Puis c'est juste quand j'ai déménagé à Kelowna puis j'ai remarqué que je n'étais plus en train de faire ça que j'ai vraiment remarqué à quel point que j'avais vraiment besoin de comme partir puis de comme vivre une vie différente. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est vrai, puis c'est une réalité. Puis comme j'ai dit, c'est ça. De plus en plus de personnes dans nos générations réalisent ce moment-là. Puis même, sont prêts à, disons qu'ils travaillent une job corporative normale, de limiter leurs heures, disons, de travailler 5 jours semaine. Ben, tu sais, je peux-tu garder ma 4e journée, voire 2 jours par semaine de plus, soit pour mon temps personnel, je limite mes dépenses, ou pour l'investir dans un autre projet qui m'amène de la valeur, tu sais, qui m'amène de la motivation finalement à retourner peut-être à mon autre job corporatif, puis à échanger un peu mon horaire, d'avoir du changement finalement, tu sais, c'est d'être un peu, d'avoir de tenir le taureau par les cornes, tu sais, d'avoir une liberté avec son horaire, avec ses ambitions finalement. Oui, non, 100%. Vivre une vie qui est plus excitante que juste comme travailler, puis là avoir comme... Travailler, c'est ça. 2 jours sur 7 pour essayer de comme faire quelque chose qui t'intéresse. So, c'était exactement ça. Comme quand j'ai déménagé, je travaillais comme pour une grosse corporation, puis quand j'ai déménagé ici, je me rappelle, j'avais une conversation avec mon oncle, j'étais comme s'il faut que j'aille pomper du gaz à une station de gaz, comme c'est ça que je vais faire. Ouais. Juste essayer de vivre une vie qui m'excite au lieu de juste comme faire ce que je suis supposé de faire. Parce comme j'ai eu des bonnes notes au secondaire, j'étais allé à l'université, j'ai gradué, j'ai eu la job où comme je travaillais dans un suit avec une cravate. Prochaine étape, c'était de comme me pogner une hypothèque, de me marier, puis de comme commencer une famille. Puis comme j'ai réalisé que comme ça ne matche pas. Ben j'ai tellement le même feeling. Genre moi, un de mes buts, là, puis je me développe de plus en plus vers ça, c'est je veux pas une belle famille. Tu sais, oui, je dirais peut-être pas non à un enfant plus tard, mais moi, je m'enligne vers plus voyager et travailler en même temps avec l'Internet qui se développe, les nouvelles technologies, ça devient de plus en plus faisable et accessible. Donc, de voyager puis de travailler avec un ordinateur. T'sais, donc, je me verrais pas aller, mettons, nous, un suburbs au Québec, ça serait genre à Blainville, une ville super sécuritaire, avec un beau chien, une belle femme, un beau chum. T'sais, moi, ça ne matche pas avec moi, puis je crois que de plus en plus de jeunes de mon âge aussi veulent diverger vers différents chemins que leurs parents ont pris. Puis c'est mal vu, c'est poche, puis même la question, j'en parle souvent dans mes podcasts, mais la question, moi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un enfant? C'est même là encore là, mais voyons donc, pourquoi tu te poses cette question-là? Tu devrais vouloir un enfant initialement, mais ça veut pas dire que tu veux en avoir, tu sais. Ça dépend de chaque personne.
Ouais, comme je pense que c'est une question comme un petit peu personnelle, comme je peux comprendre à 100%, puis comme n'importe qui veut avoir des enfants, une famille, je les blâme pas. Comme, c'est pas quelque chose que je juge, c'est quelque chose que je peux comprendre. Comme, ouais. J'imagine qu'il y a comme une grosse composante biologique qui est comme là-dedans, mais c'est juste comme j'ai jamais eu de représentation dans ma vie où il y avait comme des adultes qui avaient comme pas vraiment d'enfants. Et puis, non plus, exactement. Ouais. Découvrir que comme ça, c'est une possibilité. Puis à 31, c'est une des choses que, comme, beaucoup de mes amis maintenant qui ont des enfants, et puis, comme j'ai des conversations avec eux autres à propos de comme, c'est quoi la vie d'un parent, puis c'est quoi qui change, tout ça, puis comme j'ai un immense montant de respect, comme, pour les parents, cause comme, c'est pas facile. Comme, tu dors pas, comme, les femmes, qu'est-ce qui se passe à travers, surtout comme si comme sont enceintes pour 9 mois, comme il y en a qui vont perdre leurs dents parce que l'enfant est en train de comme prendre des minéraux de leur corps pour qu'ils puissent survivre. Puis là, comme, ouais, dépendamment comment que comme la naissance va, si tu pognes comme une césarienne, comme ils sont en train de couper dans tes abdominaux, puis ça prend comme une tonne de temps pour que tu sois capable de comme... C'est juste comme ridicule qu'est-ce que les femmes passent à travers. Comme c'est clairement le sexe supérieur. Nice. C'est juste fou. Puis là, une fois que ton enfant il est là, comme comme je peux pas imaginer avoir la vie que j'ai, puis comme être capable d'avoir comme mon horaire que j'ai si j'ai un enfant. Cause, je peux comprendre, comme aussitôt que c'est une conversation que j'ai eue assez souvent, c'est comme je peux sentir à l'intérieur de moi, il y a comme un petit peu une switch qui est là, que comme si j'ai un enfant, je peux comprendre que comme la switch a fait, c'est juste, les choses sont différentes, mes priorités sont différentes. Puis c'est comme le plus vieux que je deviens, je commence à reconnaître que comme j'ai pas besoin de flipper la switch. Right. Je peux organiser ma vie où c'est comme j'ai pas besoin de faire ça, puis la vie elle a autant de valeur que si je décide de devenir un parent. Oui, ben exactement. Puis je veux dire, c'est fou parce que, puis je veux dire, toi, tu te places super bien en ce moment, ben, d'une façon parce que tu vois un peu toutes ben pas tes collègues vraiment, mais tes amis puis ta famille, en fait, qui sont peut-être dans la même section d'âge, de trentaine, qui ont des enfants, puis que toi qui te questionnes, savoir est-ce que moi je veux aussi avoir des enfants, est-ce que je veux ne pas en avoir, puis c'est une réalité. Moi, j'ai une soeur qui a 10 ans de plus que moi, elle a 32 ans, et justement, avec son chum, mon père, quand on a des soupers de famille, il se demande, ouais, c'est quand qu'on reçoit le bébé, là, l'enfant? C'est parce que je suis pas dans je suis pas dans cette méthode de pensée-là en ce moment, puis j'essaie de me mettre en sa place, puis ça doit être tellement malaisant de savoir, d'être tout le temps en questionnement, puis de pas savoir qu'est-ce qu'on fait, puis d'avoir une attente de nos pères, finalement, là. T'es un petit peu en train de communiquer que comme pas que c'est exactement ça, mais ça pourrait être entendu de la manière que comme la seule valeur que tu nous apportes, c'est de nous créer comme des petits enfants. Oui. Puis c'est comme ça, c'est une autre conversation que comme avec mes amis qui sont des parents maintenant. C'est pas rare de voir comme ta tension qui se crée avec les parents ou les beaux-parents. Right. Juste parce qu'il y a une certaine attente qui est créée et puis ça peut vraiment compliquer la relation, surtout si t'es comme un parent qui est comme un petit peu comme overbearing, parce que à la fin de la journée, comme les parents sont en charge, puis il faut que les grands-parents jouent, faut qu'ils supportent les parents. Tu peux pas prendre un rôle de leadership et dire aux parents quoi faire. Comme c'est les parents qui sont en charge. Puis j'ai vu une couple de fois que comme moi, ça peut créer différentes tensions, mais non, c'est... Ouais, c'est... Ça peut difficilement... Comme je suis certain, c'est comme une des plus... Comme, ils me parlent de comme le... Mes amis vont dire que je savais pas que j'étais capable d'aider... Je savais pas que j'étais capable d'aimer quelque chose autant que j'aime cette petite chose-là. Oui. Mais comme en même temps, comme ça peut compliquer beaucoup de choses. Ben c'est ça, c'est un choix de vie, puis justement, j'ai interviewé dans le cadre de mon podcast personnel une professeure au cégep, puis elle a peut-être fin quarantaine d'années environ, là, dans 40-50 ans.
n'a jamais eu d'enfant, puis elle, justement, son mode de vie, elle passe 6 mois en voyage, puis elle enseigne, puis elle adore ce qu'elle fait, puis son chum, il est super all-in là-dedans, puis elle a aucun regret. Tu sais, j'ai vraiment posé certaines questions, parce que moi aussi, je me pose des questions là-dessus. Puis elle dit, écoute, Anthony, moi, ça a été la meilleure décision que j'ai faite pour moi, puis pour ma famille, finalement, avec mon chum. Puis le monde me respecte là-dedans. Puis même s'ils me respectaient pas, c'est pas leur vie, c'est ma vie à moi. Donc je fais ce que je veux, là. Hmm. Exactement. C'est. Non, non, c'est toujours touché ce sujet-là. Puis je veux dire, c'est une question aussi, mettons que tu décides de faire un enfant, c'est une question physique pour la mère, mentale pour le couple, et financièrement aussi, là. C'est conjointement, je me souviens plus combien j'avais lu un livre, combien ça coûtait un enfant en 2020, genre. Mais c'est incroyable, il faut calculer ça, mais surtout quand on a un mindset d'entrepreneur, on calcule tout. Donc, voilà. Mais non, c'est financier, mais c'est aussi comme le montant d'énergie. Oui, ben oui. Comme ouais. La mère est à la maison toute la journée, elle n'a aucune pause. Comme quand elle va à la toilette, comme l'enfant est toujours là, puis l'enfant peut faire des choses comme qui peuvent être dangereuses. Comme il n'y a pas de break. Ça, c'est comme traditionnel, où que la femme reste à la maison, puis le père va au travail. Mais puis là, le père, tu travailles à la journée, tu reviens à la maison, puis c'est comme, OK, comme, tu peux pas relaxer, comme, tu peux pas, comme... Ah oui, exact. Tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité, exactement. C'est chaotique, vraiment. Mais en même temps, le monde, ils le font pareil, puis je les comprends aussi, là, c'est correct. Encore une fois, c'est un choix personnel, mais je pense que la discussion s'élargit là-dessus. C'est pour ça qu'on en parle justement aujourd'hui, parce que le monde se remet en questionnement, puis je pense que c'est se repositionne, savoir, moi, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux dans ma vie, puis qu'est-ce que j'aime aussi. Là. Mais quand j'ai commencé à travailler avec ma business, je travaillais à temps partiel pour une compagnie de kombucha. Et puis, la compagnie de kombucha, elle avait beaucoup de nouvelles mères qui travaillaient. Puis ça a été vraiment intéressant pour moi de justement être exposé à ces conversations-là avec des nouvelles mères qui sont en train de passer à travers de cette expérience-là pour la première fois. Okay. Parce que c'est peut-être un petit peu stéréotype, mais comme la société va te dire que ils vont juste te lancer les bénéfices d'avoir un enfant, mais ils ne vont pas vraiment te donner l'autre côté. Comme j'ai entendu, comme ça se peut que ton enfant enlève sa couche, mette comme leur tas de marde derrière une porte, puis qu'ils décident d'ouvrir la porte, puis que ça smudge tout ça à terre. Que toi, après que tu as travaillé une journée de 12 heures, c'est à toi de ramasser ça. Ça, c'était des conversations que comme c'était pas vraiment quelque chose que j'avais pensé à, que comme c'est des choses qui arrivent, mais c'est très commun. C'est clair. Des choses comme ça. Puis tu sais, j'essaie de me rappeler mon enfance, puis je comprends maintenant mes parents comment ils me communiquaient, puis comment ils réagissaient certaines fois. Disons que j'avais des problèmes avec l'école, des problèmes avec mes devoirs. Tu sais, après leur journée de travail, c'est normal qu'ils soient plus on edge, puis genre que moi, qui ai eu un problème ou que j'ai fait du trouble à l'école, c'est sûr qu'ils me chicanent, mais tu sais, leur réaction était beaucoup plus explosive. Puis là, je leur comprends parce qu'évidemment, Chris, c'est ta responsabilité. C'est ton enfant, puis évidemment, tu as 12 heures de travail dans le corps. On est tous humains à un moment donné, c'est too much. Là. Il faut arrêter. Là. Ouais, non, 100%. Voir mes amis devenir parents, j'ai une nouvelle appréciation, un nouveau respect pour mes parents. Quoi. Je peux voir qu'est-ce qu'eux autres ont passé à travers de mes parents. Puis, ouais, non, c'est. Ouais, la phrase « tu vas comprendre plus tard », on la voit, là, on la visualise. Oui, non, exactement. Oh my God. Ben, c'est good, on a parlé un bon petit 15 minutes de cette question-là, puis c'est important d'en parler. Belle réflexion, puis je suis sûr que nos auditeurs, dans le fond, nos auditeurs du podcast, probablement que ça va être des gens entre 16 et 30 dans ces eaux-là, 35 ans. Donc, Gen Z, puis Millennials. Donc, voilà, donc c'est un questionnement qu'on se pose. Puis maintenant, on va revenir à ta business. Toi, tu as dit que tu as fait la transition au véganisme ou au végétarien? So, initialement, c'était aller végétarien. J'ai vu de la propagande vegan. Okay. J'ai fait la transition. Nice. OK. Parfait. Est-ce que la transition... Ben, en fait, comment a été ta transition? Comment tu as vécu ça? Honnêtement, ça a été vraiment facile pour moi. So, initialement, je faisais beaucoup d'exercices, puis j'essayais de perdre du poids. Ouais.
Et puis moi, j'ai comme une grosse appétit. Comme, qu'est-ce que j'aime, moi, c'est comme manger un grand volume de nourriture. OK. Ouais. Donc, l'idée de faire une transition vers un meal plan plus végétarien, c'était de toujours garder le volume de nourriture, mais baisser le montant de calories. Et puis à ce temps-ci, je suis un petit peu comme j'adore Excel, puis je suis un petit peu comme un numbers guy. So, j'avais comme un breakdown avec comme toutes les différentes macros, tous les différents ingrédients, puis j'avais tout ça d'organiser. So, ça a été super facile de faire la transition pour moi, juste parce que j'ai juste ajouté comme de la nouvelle nourriture, puis j'ai tout fait mon meal plan balancé. Pour moi, la transition, ça a été super facile. Puis là, quand j'ai décidé d'aller de végétarien à vegan, c'était juste couper les œufs puis les produits laitiers que ça a été vraiment facile aussi. Ah oui, ça a été vraiment facile. Justement, je pensais que tu allais dire que ça a été plus difficile, mais non, toi, c'était pas... T'as-tu genre des food fétiches où t'as besoin de manger ça, disons que t'as un besoin, mais évidemment, c'est plus difficile de sortir de ton sort de nutrition? Pas vraiment. Comme j'ai beaucoup de routines, comme je suis capable de manger comme c'est un petit peu un superpower, je suis capable de manger la même chose comme jour après jour. Ah, ok, oui, ça c'est clair. J'ai pas besoin d'une tonne de variété, qui est pas vraiment. Pas vraiment sain. Si tu vis avec une partenaire qui aime avoir de la diversité dans sa nourriture, c'est quelque chose qu'il faut que tu considères si tu es en charge de comme cuire la nourriture, parce que la variété. Même si c'est pas quelque chose qui est important pour moi, c'est important pour d'autres personnes. C'est quelque chose que j'ai appris. Mais non, quand j'ai coupé les produits laitiers, ça a été la plus grande chose. So, je sais pas, j'aime pas ça vraiment parler en absolu parce qu'il y a beaucoup d'aspects de moi que je pensais qui étaient comme solides, qui ont changé. Donc, est-ce que je vais manger de la viande dans le futur? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas voir un scénario où je le ferais, mais est-ce que ça va arriver? J'ai aucune idée. Je ne suis pas attaché comme si fort que ça à l'idée. Est-ce que je vais manger des produits laitiers? Absolument pas. Une des choses que j'ai découvert quand j'ai transitionné, c'est que je suis intolérant au lactose. Okay. Et puis, juste couper les produits laitiers, ça comme la qualité de vie a monté. Ça l'affectait beaucoup de choses à propos de mon corps que comme j'aurais vraiment, comme quand j'étais jeune, je jouais au hockey, puis tout ça, je buvais comme des sacs de lait, comme au moins un par jour, comme. Ouais, non. Oh my God. Puis ça, comme j'avais beaucoup de réactions par rapport, comme avec mon eczéma, des problèmes de digestion, puis tout ça, que je ne vais pas rentrer trop en détail. Mais aussitôt que j'ai transitionné hors des produits laitiers, digestion 100%, mon eczéma est comme sous contrôle. Point de vue qualité de vie, le lait m'a vraiment affecté. Right. Ah oui. Le lait, le fromage, tous ces produits laitiers-là de base qu'on met quasiment dans tous les repas, de couper ça. Mais, OK. Donc, toi, est-ce que tu dirais que ça a été comme une certaine amélioration de ton mode de vie depuis que tu as switché? Côté énergie et tout ça, c'est assez similaire. Comme je te disais, comme mon meal plan était calculé, je me sens définitivement mieux. Côté digestion, c'est beaucoup mieux, surtout avec le montant de fibres que je mange. Mais une autre des choses, c'est un petit peu comme l'alignement de comme mes valeurs et puis mes actions. Si j'ai comme certaines valeurs ou ce que je veux pas prendre comme avantage de comme certaines personnes, comme si on regarde comme les considérations éthiques autour de comme la production, plus côté factory farming, comme à grosse échelle, quand ça arrive comme avec le lait puis la viande. Ouais. Être capable de comme aligner mes actions avec mes valeurs, ça comme m'apporte un petit peu de comme pas de comme joie dans comme le sens que comme je suis juste en train de sourire toute la journée, mais comme j'ai comme un sens que comme je suis en train comme je me sens comme si je fais la bonne chose, puis ça me fait sentir bien. Oui, je comprends. Tu redonnes à ce CV, puis tu aides aussi, ben c'est ça justement, à limiter l'effet du CO2. Je veux dire, tout ce qui est la production du bovin, là, les vaches et bon, tout ce qui est animal.
ça crée énormément de CO2. Puis donc, c'est clair. Puis je pense que, d'après toi, ton opinion, est-ce que tu penses que c'est une tendance où vraiment de plus en plus de gens vont appliquer ce nouveau mode de vie-là, puis ils vont limiter leur intake de viande de plus en plus? De qu'est-ce que je suis capable de voir, je pense que c'est plus comme je pense pas que c'est une tendance qui est temporaire, je pense que c'est une tendance qui va comme juste continuer à augmenter. À chaque marché, comme il va y avoir comme des vegan markets dans le coin, souvent comme à chaque couple de mois. Et puis, c'est vraiment le fun d'aller à ces marchés-là puis parler aux clients, cause à chaque fois qu'il y en a un, il y a toujours des clients qui viennent nous voir qui sont comme je viens de voir Game Changers ou je viens de comme j'essaye de comme ajouter ma diète. Il y a beaucoup de gens qui commencent à en porter attention. Je pense que c'est probablement pour une tonne de facteurs. Comme le guide alimentaire a changé il y a une couple d'années. Je sais pas, t'avais-tu vu les changements qu'ils avaient fait? Non, j'ai pas vu qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement. Ils ont enlevé comme les produits laitiers comme catégorie. Ils ont juste comme vraiment restructuré. Puis c'est pas juste comme la nourriture, mais c'est aussi comment tu manges la nourriture. Comme ils mentionnent comme manger avec des amis puis avoir comme une expérience plus sociale. Mais tu manges? Ah oui, avec des personnes alentour. Ça, c'est parce que le premier guide alimentaire était fait avec beaucoup de comme influence des lobbyistes de l'industrie du lait et des œufs. Ben oui. Et puis, tandis que, qu'est-ce que je comprends, celui-là ici a été fait plus comme basé avec comme la science de la nutrition. Il y a beaucoup plus de gens qui font de la recherche en nutrition ou des diététiciens. Ça vient plus de cet angle-là. C'est quelque chose que je t'encouragerais de regarder. C'est plus comme, je sais pas si tu te rappelles de comme la pyramide. Ah oui, je me souviens. La pyramide, elle n'existe plus. OK, wow, ben, il était temps que je change ça. Puis nous, évidemment, quand on est jeune, on se fait apprendre ça, justement, là, comme au primaire, je crois. Là. C'est nous montre ça, parce que, OK, on va suivre ça. Il faut avoir quand même des gros déjeuners, là, du lait, du bacon, des œufs, des toasts et tout ça, puis des repas lourds et tout ça. Mais c'est vrai, j'ai entendu, en fait, j'ai fait un podcast, encore une fois, avec une personne super intéressante, puis elle m'a expliqué que c'est dans les années 1900 qu'ils ont inventé le concept du déjeuner américain en fait, c'est des lobbyistes de bacon et d'œufs, justement, qui poussaient du marketing fort pour que le monde consomme de plus en plus ce nouveau concept de déjeuner, là, vraiment, marketing. Fait que c'est vrai, on est influencé, puis nous, on pense que c'est ça venait du gouvernement, donc c'est une source fiable, donc on peut se fier à ça, puis on va suivre ce guide-là, mais tu vois, il change, donc tant mieux. Ben, ouais. Être capable de comme... Ouais, ça revient un petit peu à la conversation d'avant par rapport à la radicalisation. C'est un système qui se laisse influencer par les gens qui ont du capital. Tu vas avoir un système qui va s'organiser pour aider les gens qui ont du capital. Et puis, la majorité de nous autres, même si on a comme un petit peu d'argent ou une hypothèque, on n'a pas le même montant de pouvoir que quelqu'un qui fait son argent en ayant de l'argent. Exact. C'est le fun de voir comme différents changements, comme le guide alimentaire qui change pour s'ajuster à comme... Ouais, qui est la nouvelle science de nutrition, qui est une science très jeune. La science de la nutrition, c'est très, très jeune. C'est le fun de voir que c'est un field qui est en évolution et qui commence à être capable de se tenir plus sur ses deux jambes. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup de ton opinion. Puis j'aimerais peut-être retourner aussi à ton entreprise. Dans le fond, vous êtes combien dans l'équipe en ce moment? C'est juste moi. C'est juste moi, parfait. Donc c'est parfait. C'est normal, on porte tous les chapeaux puis en démarrage, donc c'est normal. Puis comment tu as fait pour te différencier quand tu t'es démarré? Parce que j'imagine qu'il y avait quand même pas mal d'entreprises qui font des drinks de kombucha. Je sais, dans ma région, Montréal, c'est rempli, là, je veux dire, dans les restaurants de drinks de différentes façons. En tout cas, explique-moi comment tu as fait pour te différencier dans ce marché-là. En ce moment, on est juste en train de produire du tempeh. Et puis, la grosse chose qui me différencie, c'est que j'utilise des fèves autres que le soya. Ouais. Je peux t'envoyer des photos plus tard. Donc, oui, on utilise des fèves azuki, qui est comme une petite fève rouge, des haricots noirs et puis des pois chiches. Donc, dépendamment comme à quelle sorte de client que je parle, comme il y a différentes manières que je vais essayer de le positionner. Donc, si je parle à un chef, les chefs, eux autres,
ils veulent être capables de comme suivre les tendances. Ouais. Et puis, la tendance vegan, c'est de faire quelque chose qu'ils remarquent. Maintenant, comme n'importe quel restaurant que tu vas à, il y a probablement une option solide vegan. Tandis que comme il y a 5 ans, souvent, fallait que tu demandes comment je peux avoir des patates pilées avec des légumes. So, maintenant, avoir comme une bonne option vegan, c'est quelque chose qui est comme... Les chefs, ils comprennent que c'est quelque chose qu'ils veulent offrir. Les chefs, ils vont souvent trouver ça insultant. Cuire un burger comme un Impossible Burger. Ouais, Eux autres, là, ça leur excite pas. Comme n'importe quoi qui est comme de la viande fausse. Ça les affecte. Là, comme ils trouvent ça insultant. Mon Dieu. Okay. Parce que c'est pas un produit authentique, c'est comme, je suis en train de sortir quelque chose d'un sac de plastique qui est fait pour imiter quelque chose qui va probablement goûter mieux, qui va être une meilleure expérience, que je suis capable de faire mieux. Donc, quand que je rentre avec le tempeh, je le présente de comme, voici un produit authentique, ça fait pas semblant d'être quelque chose que c'est pas. Et puis, si tu veux utiliser mon produit à base de soya, il va être frais. Donc, il va être mieux que si tu prends de quelque chose d'autre. Mais les chefs sont pas vraiment, ou jusqu'à date de ce que j'ai vu, le produit de soya, ça leur intéresse moins, juste à cause qu'il y a beaucoup de comme bagages autour de la consommation du soya. Ouais. Donc, être capable de rentrer et dire, voici, j'ai comme d'autres options. Et puis, il n'y a pas vraiment d'autres compagnies de tempeh qui utilisent ces fives-là autour. Il y en a une couple qui vont utiliser comme des pois chiches, il y en a une couple qui vont, comme aux États-Unis, qui vont aussi utiliser des haricots noirs. Mais tu es presque capable de garantir que si tu utilises mon produit, puis tu fais un mets pour un client, si c'est pas la première fois qu'ils vont avoir ce produit-là spécifique, c'est certainement la première fois qu'ils vont être capables de le goûter de la manière que tu l'as préparé. Donc, c'est l'opportunité d'offrir une première expérience à un client. Donc, c'est ça, autour cette conversation-là, où c'est comme... Parce que les chefs, c'est des artistes. Ou quand ils ont commencé comme... Quand ils ont été comme à l'école de cuisine, comme ils veulent être capables de s'exprimer à travers de la nourriture. Comme un bon chef... Une manière de s'exprimer, tout à fait. Exactement. Donc, être capable de dire, comme, voici un produit où il n'y a pas beaucoup de recettes. Comme les seules recettes qu'il y a pour azuki, haricots noirs puis pois chiches que j'ai trouvées sont sur mon site Internet parce que c'est juste hyper niche comme produit. Donc, c'est une opportunité où tu es capable d'apprendre un produit et puis de le présenter de manière unique à un client pour leur offrir comme une première expérience. Ça, c'est comment je le positionne un petit peu plus comme au chef ou au professionnel de la nourriture. C'est être capable d'avoir une option sans soya, c'est un avantage aussi. Moi, j'ai pas de problème avec le soya, mais il y a beaucoup d'éducation que je suis capable de faire autour du tempeh, mais puis de convaincre quelqu'un que le tempeh, c'est une bonne idée, mais je suis pas équipé pour être capable, ou j'ai pas le temps non plus, ou l'énergie de convaincre les gens autour de la consommation de soya. Il y a certaines personnes qui ont des allergies, puis ça, c'est juste... Il n'y a rien qu'on peut faire autour de ça, mais je trouve qu'il y a... Ouais, il y a beaucoup d'informations autour du soya qui est peut-être pas exactement vrai, ou que les gens sont juste comme vite à absorber parce que c'est contraire à notre culture un peu. Ça, c'est pas une conversation que je prends, mais justement, avoir comme d'autres options, c'est quelque chose qui excite vraiment les clients. Oui, c'est ça, c'est une belle alternative. Puis je pense que tu l'as bien expliqué. Quand tu fais de la prospection, quand tu contactes ton client, c'est de parler du même langage qu'il utilise, dans le fond. De parler du même langage que ton chef cuisinier, que ton professionnel. C'est vraiment essentiel, je crois, d'utiliser des mots aussi clés. Vraiment, de le faire tomber en amour avec toi, mais aussi avec ton produit. T'sais. Parce que, évidemment, un humain veut faire affaire avec un humain qui apprécie, qui le ressemble à la limite. Donc c'est intéressant. Puis, comment tu as fait justement pour aller chercher tes premiers clients? Les premiers clients, ça a été des détaillants indépendants, plus comme petits. Nice. Des gens qui ont comme...
ils veulent supporter local, puis ils vont hors de leur chemin pour supporter local. Ouais. Ce genre de détaillants-là. Et puis, ensuite, ça a été au marché. Super. Quand tu dis au marché, c'est un marché commun dans ta région ou c'est... Ouais, sur le Kelowna Farmers Market, so, chaque samedi et mercredi. Wow, très cool. Très cool. Ouais. Ça, c'est bon pour les ventes, mais c'est aussi... C'est un bon outil de marketing pour être capable de comme, connecter avec les gens, leur introduire, leur vendre là-dessus. Puis il y a aussi beaucoup de chefs qui vont aller au marché pour voir comme qu'est-ce qui se passe. Ça, Nouveau produit. Oui, exactement. Ouais. C'est une partie importante du cycle de vente, c'est avoir des échantillons. Sans échantillons, c'est extrêmement difficile d'essayer de vendre quelqu'un sur un produit qu'ils n'ont jamais eu. Surtout si je leur dis que comme c'est une fermentation faite avec du mycélium sur des fèves ou sur le mycélium, il fait techniquement partie de la famille des moisissures. Je suis techniquement en train de laisser des fèves moisir à 30 Celsius pour 40 heures. Dépendamment comment que les gens entendent ça, ça peut les décourager d'essayer. Laisse-moi dire mon produit. Être capable d'avoir des échantillons, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel au cycle de vente. Puis au niveau, quand tu fais une entente là, avec un distributeur ou un chef cuisinier, ça ressemble à quoi pour vendre ton produit dans leur emplacement? Pour moi, quand je suis une petite entreprise, ce qui est important pour moi, c'est avoir du volume puis avoir comme une fréquence régulière de commandes. OK, parfait. Donc, si tu veux un meilleur prix, je veux que tu commandes plus souvent ou je veux que tu commandes. Idéalement, je veux qu'on ait comme une standing order où qu'à chaque semaine, j'ai juste à remplir. OK. Ça m'aide à comme planifier ma production un peu. Je suis plus proactif puis un petit peu moins réactif. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de comme, me garantir ce volume-là. Donc, c'est comme ça que je le gère un peu. Donc, en ce moment, au mois de mars, j'ai eu un prêt pour m'aider à expandre ma business. Donc, en ce moment, je distribue mon produit, soit frais ou congelé. OK. Et puis, avec mon prêt, on peut en parler aussi un peu après. Oui, je vais apporter un produit pasteurisé. Donc, avoir un produit pasteurisé, ça va être capable de garder le produit au réfrigérateur au lieu de le congeler. Donc, je suis intéressé de voir ça va être quoi l'impact que ça va avoir sur la business d'avoir un produit comme ça. Puis, parfait, ben oui, c'est tout à fait. Puis, au niveau de tes prêts, est-ce que tu as eu facilement accès à ces prêts-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de ressources et d'aide par rapport avec ta communauté ou le gouvernement? J'ai eu comme j'avais mentionné, Community Futures, le programme que j'avais passé à travers. Mon premier prêt était de 7 000 $. Et puis, j'ai passé à travers eux autres encore pour un prêt de 25 000. Wow. Le taux d'intérêt est un petit peu plus haut, sauf qu'ils ont plus de flexibilité quand ça arrive à comme prêter de l'argent. C'est comme un organisme public qui reçoit du financement du gouvernement fédéral. Puis leur mandat, c'est de comme supporter les entreprises locales. Il y a un mandat spécifique pour supporter les entreprises de nourriture et puis plus spécifiquement les entreprises vegan parce que c'est une nouvelle tendance. Donc, ça a été probablement la manière la plus facile. Mais j'ai eu, quand je passais à travers de ce processus-là, j'ai eu un autre obstacle où si j'aurais été à un autre... Comme si j'aurais été à une banque ou quelque chose d'autre pour emprunter, il ne l'aurait pas donné. J'ai fallu que je tire mon rapport de crédit, mon credit report. Et puis, j'ai trouvé que quand je l'ai tiré au mois de mars, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui avait tiré 16 000 $ de prêt étudiant en Alberta à mon nom. Oh ben shit. 16 000? 16 000, oui. Un prêt fédéral puis un prêt provincial. L'investigation est toujours en train de se passer. Je ne sais pas si tu as entendu parler du leak de Desjardins. Oui, est-ce que tu es avec Desjardins? Quand j'étais jeune, mes parents m'ont ouvert un compte de banque à Desjardins. Right. Et puis, tout ce que tu as besoin pour avoir un prêt étudiant, c'est un nom, date de naissance et puis un numéro d'assurance sociale.
Oh, wow! So, on est en train de passer à travers du processus en ce moment pour comme me séparer de cette dette-là. Mais ouais, mon credit score était comme horrible! Horrible! C'était, ouais, so, passer à travers de cette organisation-là, parce que les autres, ils me connaissaient, ils ont été capables d'avoir de la flexibilité là-dessus, tandis que si je vais à une banque ou à une autre organisation qui ne me connaissent pas, ils m'auraient jamais prêté d'argent. Et puis j'imagine juste le remonter, combien d'années ça allait te prendre, parce que ça... Et puis 16 000, puis ça faisait... Puis t'as eu jamais de notice ou de genre, votre prêt est à payer, d'affaires comme ça par courriel, rien? Non, so... fin février, je l'ai tiré, parce qu'il fallait que le 1er mars, il fallait que je soumette mon application. C'est là que j'ai commencé le processus. Là, au mois d'avril, ils ont pris les prêts au février 2021. Là, au mois d'avril, j'avais mes taxes de business qui me revenaient, j'avais un petit retour. Puis là, j'ai reçu une lettre de CRA qui me disait on va prendre tes taxes pour les mettre contre la dette que tu dois. So ça, si j'aurais pas tiré mon rapport d'impôt, ça aurait été la première fois que je l'aurais appris. Ouais. Ben ouais. C'est incroyable. Ça, je pourrais parler de ça toute la journée, puis les problèmes de passer à travers de ce processus-là. Puis ça, mon numéro d'assurance sociale a été comme compromis. Ouais. Mais si je passe à travers du long processus pour me donner un nouveau numéro d'assurance sociale, il faut quand même que je regarde aux deux parce que ça n'élimine pas mon premier numéro d'assurance sociale. Il faut toujours que je track puis que je monitor. C'est comme inutile un peu de s'ouvrir un nouveau numéro d'assurance sociale. Mais, OK. Mais là, il doit y avoir... Mais disons pour Desjardins, mais c'est incroyable cette fuite-là. Fait que... Parce que moi, je me rappelle, j'avais aussi... Mes parents m'ont fait un compte quand j'étais jeune chez Desjardins. Par chance, je l'avais supprimé, je pense. C'est ça, je l'avais fait enlever il y a 3 ans avant la fuite. Puis après, j'ai changé de banque, etc. Mais c'est fou. Tellement de mes amis aussi ont perdu. Ils ont eu des prêts bizarres. Ils ont eu des retraits dans leur compte en banque. C'est incroyable. Ça a touché tellement de monde partout. Puis j'en reviens pas que ça t'aille aussi... affecté à aussi un grand nombre d'argent comme ça. Là, ouais, ça c'est... Ça, c'est comme, ouais, j'ai juste appliqué pour mon prêt. Je suis prêt à... Comme j'ai fait un plan, je suis prêt à avancer. Puis là, il faut que je deal avec... Avec ça. Ben, ça doit être... Puis là, tu dis, si je me pars dessus, puis là, c'est le début, là, je me pars en business, ça doit être un red flag, je devrais pas me partir, tu sais. Ben, c'est ça, justement, avant, comme je suis en train de regarder comme aux chiffres, puis tout ça, puis c'est comme... Ça vaut-tu la peine de continuer la business? Puis j'ai comme été sur Indeed pour regarder à comme des emplois. Puis je suis comme, OK, je veux-tu avoir comme une job, un 9 à 5 ou quelque chose de même? Ou je veux-tu continuer avec essayer de grandir la business? Parce qu'il y a certains avantages à avoir une job. Comme financièrement, c'est destiné à beaucoup plus stable. Un petit peu moins stress de cette manière-là. Ouais, j'ai eu cette conversation avec moi-même. Puis là, il a fallu que... À la place d'essayer de grandir ma business, j'étais pris à comme mettre l'énergie à comme essayer de convaincre que c'est pas moi qui ai tiré 16 000 $ pour aller étudier en Alberta. C'est tout un test de personnalité, ça, pour savoir si je suis fait pour avoir les reins solides pour la business. Parce que littéralement ça, là, tu te fais frapper. Là. C'est extrêmement rare, là. Oui, c'est clair. Exact. C'est... Bah, aïe aïe. Non, c'est fou. Fait que toi, tu t'es vraiment lancé à 100%. Là. Tu t'es dit, bon, j'ai quitté mon emploi puis je focus à 100% sur mon entreprise, right? Cool. Fait que financièrement, j'imagine que tu avais de l'argent de backup. Là, je pose ces questions-là pour nos auditeurs qui questionneraient peut-être leur prochain de quitter leur emploi puis de se mettre à 100% dans le projet. Un peu, pas une tonne. Ça serait des choses, s'il faudrait que je le refasse, que je ferais définitivement ça un petit peu différemment. En ce moment, si ça ne serait pas de ma fiancée, ma partenaire, la business serait comme je ne serais pas à ce point-ci. Ah oui, ok. So, être capable de comme avoir quelqu'un d'autre qui peut comme payer le loyer puis tout ça, je ne serais pas capable d'être ici si ça ne serait pas de sa contribution. Ah, ben c'est beau de voir ça. Finalement, c'est un travail conjoint. Hein? Donc, est-ce que, dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à le départ de l'entreprise, vous travaillez ensemble ou c'est vraiment à ton nom tout seul? Je dis toujours que comme elle a comme 50% de l'entreprise, sur n'importe quelle grande décision de business que je fais, je lui prends toujours son opinion parce que veut pas, ça va l'affecter.
Elle me fait confiance, puis elle me laisse toujours comme la décision que je prends, c'est la décision qu'elle supporte, mais c'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Juste parce que c'est avec la position que je suis dedans, les décisions que je prends vont l'affecter. Puis est-ce que cette relation de couple, j'imagine que ta fiancée, finalement, elle a un job, de 9 à 5, j'imagine. Elle travaille dans quel emploi? Oui, elle travaille dans un bureau Et d'ingénierie. puis ce mode de vie-là, d'avoir un chum entrepreneur, un fiancé entrepreneur, puis une personne qui travaille en 9 à 5, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est facile, au contraire, ou il y a eu certains obstacles au début de compréhension? Il y a beaucoup de défis. Une des choses que je suis extrêmement content qu'on fait, c'est on fait de la thérapie de couple ensemble. Wow! Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé commencer quand j'étais comme plus jeune. Comme quand j'étais à l'université, je me rappelle, il y avait des services de thérapie comme gratuits, du counseling gratuit. C'est une des choses que je changerais si je retournerais à l'école. C'est rentrer comme en thérapie ASAP. Comme je mentionnais, comme je voulais me faire frapper par un char, ça, c'est quelque chose que j'aurais dû dealer avec en thérapie. Oui, tu aurais pu analyser ça avec un professeur. Mais non, c'est côté horaire, comme c'est. Okay. Ça complique les choses beaucoup. Comme. Je peux comprendre. Tu as le marché la fin de soirée, elle travaille comme lundi à vendredi, 9 à 5 ou 8 à 4 ou whatever, comme 8 heures par journée. Moi, mes chiffres de production vont être en soirée. C'est comme à soir, je rentre de 6 à 11 heures, je vais être en production. Wow! OK. Et puis, pour la saison occupée, dimanche, pendant la journée, qui est comme une de ces journées off, en soirée, je rentre en production. Mardi, de comme 6 à 11 heures, je rentre en production. Jeudi, je suis capable de le faire pendant la journée. Je suis dans une cuisine partagée. Okay. Et puis, samedi, je suis au marché. Wow! Est-ce que c'est toi qui fais à 100% la production ou tu as quelqu'un qui t'aide? Non, c'est moi qui fais tout. Wow! C'est incroyable. Est-ce que tu penses peut-être aller chercher un helper, quelqu'un pour te faciliter la job? Définitivement, éventuellement. Je suis juste pas comme... Je préfère faire le travail moi-même puis de comme faire plus d'argent parce que c'est ça que j'ai besoin. Exact. Mais de backer de l'argent puis c'est ça, finalement d'investir un peu plus tard dans tes projets. C'est... Non, parce que c'est à un moment donné, si tu veux... c'est clair, moi c'est un questionnement. Là, récemment, j'ai dû employer quelqu'un pour faire du montage pour mes épisodes de podcast et tout ça parce que j'avais un gros manque de temps. Puis moi, j'ai pu réinvestir ce temps-là dans la recherche de clients, la prospection. Ça a bien fonctionné, etc. Mais évidemment, c'est toujours un questionnement financier et tout ça. C'est une prise de risque. Donc, mais bon, c'est exactement. Donc, c'est cool que tu fasses ça, que tu portes tous les chapeaux. Est-ce que toutes les connaissances au niveau de la comptabilité, Excel, est-ce que tu avais déjà ces compétences-là acquises toi-même ou tu es allé chercher des formations? Excel, je suis extrêmement confortable avec, mais comme je travaille avec un bookkeeper, je travaille avec une comptable, sur tout ça, c'est outsourcé. Je ne fais pas comme tout à 100%, comme ma bookkeeper à chaque mois va m'envoyer comme une liste de choses à faire. Ça me prend comme une demi-heure. C'est juste comme la réconciliation. Je rentre tout dans le système, puis les autres ils s'occupent de ça. Puis à la fin de l'année, eux autres ils envoient l'information à ma comptable. Puis là, la comptable elle me demande de signer ou elle me pose des questions. Mais ouais, côté bookkeeping, moi je fais juste rentrer de l'information. Je fais aucun comme gestion de ça. Ça, c'est une des choses que comme. C'est une des tâches pour moi que comme ça me tente pas d'apprendre comment le faire. Il y a des personnes qui peuvent le faire pour moins cher, qui vont comme c'est des professionnels qui vont comme qu'est-ce que moi ça me prendrait comme une semaine à apprendre. Puis peut-être là, il faut que je le fasse comme régulièrement au lieu de me concentrer sur ma production. C'est juste. Ouais. Travailler avec un bookkeeper, je ne l'ai pas fait au début, puis à chaque saison de taxe, c'était une des choses que comme j'avais comme un meltdown émotionnel. Ben non, c'est rushant, puis la saison des taxes approche, il faut que tu le fasses, t'as un stress de plus. Puis si tu fais une erreur, là, t'es fourré, là. Parce que c'est toi qui as signé les papiers, finalement, tu l'as envoyé au gouvernement, t'es censé savoir ce que tu fais. Fait que c'est incroyable. Donc ça, c'est un bon exemple de délégation, effectivement, puis la majorité des gens, honnêtement, pour une fraction du prix, là, prends pas la chance là, d'apprendre tout ça toi-même, à moins que tu sois passionné par la comptabilité. Mais là, dans d'autres cas, donne-la à quelqu'un. Point de vue délégation aussi, une des choses. Durant la pandémie, j'ai été capable de travailler avec 2 différents consultants
Donc, Cool. un des consultants, sur les deux consultants étaient spécialistes comme à travailler avec des entreprises de bouffe. Donc, un des consultants, c'était plus par rapport à comme côté scaling, être capable de comme grandir, s'assurer que tu as une bonne fondation. Et puis l'autre, ça a été de travailler avec un consultant, c'était un food scientist. Donc, eux autres, ils ont plus regardé comme à mes processus spécifiques. C'est de là que comme... So, avec le consultant initial, pour comme essayer de grandir, une des choses que j'ai regardé c'est d'essayer de rentrer dans le marché du tofu. Oui. Parce que c'est un produit comme similaire à ce que je fais. Puis quand j'ai travaillé avec la food scientist, ça a été d'apporter le processus de pasteurisation et puis commencer à regarder comme un processus de tofu. Et puis de là, m'aider à regarder comme quelle sorte de cuisine que j'ai besoin pour être capable de comme regarder à ça. So, c'est une des choses que définitivement, comme au début, que j'aurais aimé comme probablement travailler avec des consultants. J'ai juste de commander une pièce d'équipement de l'Indonésie où ce que le tempeh vient de. Et puis c'est un de mes suppliers d'un de mes starters. Et puis eux autres, pour 500$, ils offrent aussi comme un service de consultation pour les business de tempeh. Donc, si j'aurais à recommencer, ça serait définitivement quelque chose que j'aurais comme investi dedans, au lieu d'essayer de comme tout apprendre moi-même puis d'acheter comme des livres pour... Ouais, j'ai pas besoin de tout réinventer puis de tout faire moi-même. Comme il y a des gens plus intelligents que moi ou des gens qui ont plus d'expérience que moi qui ont les réponses à mes problèmes, qui ont les réponses aux problèmes que j'ai aucune idée que j'ai pas comme l'awareness de savoir que c'est un problème. Ces gens-là existent, puis ils chargent souvent des taux raisonnables ou un taux qui vaut... Ça vaut mieux la peine de payer ça puis d'apprendre que de prendre le temps d'apprendre. Ouais, puis tu sais, il y a une citation qui dit, tu sais, ça sert à rien de réinventer la roue, elle a déjà été inventée. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui ont des expertises qui ont utilisé là-dedans, puis des fois, c'est peut-être un peu plus cher initialement, je veux dire, mais revois un peu le temps que tu vas sauver là-dedans, puis tu vas être, je pense qu'il faut pas que tu le regrettes. Bien sûr, il faut que tu sélectionnes la bonne personne, mais encore là, tu sauves du temps incroyable, puis de l'énergie aussi, puis de la patience. Donc, toi, là, j'avais une question qui me trottait depuis tantôt. Une semaine typique là, de Martin, ça ressemble à quoi, là? Je commence comme... OK, je vais commencer un lundi. OK, parfait. So, lundi, c'est pas un chiffre de production. Mon chiffre de production, c'est mardi. So, si j'ai des rencontres à faire, souvent, je vais les mettre là ou comme mardi, ou un petit peu comme aujourd'hui, un peu avant mon chiffre de production le mardi. So, j'essaie de faire toutes mes responsabilités administratives. Je vais rentrer à la cuisine pour aller tremper mes fèves. Sur les fèves, il faut qu'ils trempent pour 24 heures. Mardi, j'ai mon chiffre de production. Ah, puis comme hier, j'ai fait comme des livraisons aussi. So, comme lundi, j'avais des livraisons à faire. Mardi, aujourd'hui, à matin, j'ai été courir un peu pour travailler sur comme un projet pour une pièce d'équipement que j'essaie d'avoir. Et puis ensuite, je rentre en production. Ça va être en production en soirée. C'est vraiment de comme 5 à 11 heures. Mercredi, je retourne à la cuisine. So, après 18 heures que le produit fermente, il faut que je rentre puis je fais juste comme les flipper, je rajoute des trous dedans. Ça prend comme à peu près une demi-heure ou 15-20 minutes. Et puis ensuite, je vais tremper d'autres fèves pour ma production de jeudi. Jeudi, je rentre en production souvent plus comme dans le milieu de la journée. Je commence ma journée où je vais récolter ma batch que j'ai faite le mardi. Ouais. Puis ensuite, je vais commencer une nouvelle batch de production. Là, je retourne à la maison. Vendredi, je vais venir faire la même chose que je faisais le mercredi où je faisais comme un petit peu plus de prep, je vais le flipper. Et puis, je commence à me préparer pour le marché du samedi. J'enveloppe une tonne de produits, des livraisons si j'en ai besoin. Et puis, samedi, c'est le marché. C'est une des choses qui est difficile un petit peu avec la cuisine que je suis dedans. Parce que comme le mardi, j'ai mon chiffre en soirée, mon horaire est un petit peu partout. Sur le samedi, il faut que je sois au marché avant 7 heures. OK. Je suis souvent en train de me réveiller à comme 6 heures moins quart pour comme me rendre là, faire sûr que comme j'ai tout. Puis là, le marché, il va de 8 heures à 1 heure. Puis là, après, je reviens à la maison, puis côté relation, j'essaie de comme faire quelque chose la fin de semaine. On va aller hiker, on va aller faire quelque chose.
si je suis en production dimanche, il faut que je trempe mes fives. Puis le dimanche arrive, je vais aller voir des amis, on va faire de l'exercice ensemble, aller hiker, faire quelque chose, puis en soirée, je rentre en production. Puis la semaine recommence. OK. Pendant la semaine aussi, comme j'ai un client que je fais des livraisons à 2 fois par semaine. J'ai d'autres clients qui m'ont envoyé des messages pour que j'ai besoin d'un top-up. Les livraisons, j'essaie de les garder comme 2 fois par semaine, mais surtout dans la saison occupée, ça... Ouais. Les gens sont... La majorité des commandes, c'est une urgence. OK, ben oui. J'essaie d'avoir comme des boundaries clairs, comme... Si tu n'as besoin dans 1 heure, comme... Je m'excuse, prends-moi pas. Mais j'essaie de comme avoir certaines limites ou des boundaries. J'essaie d'éduquer mon client pour savoir comment que je veux travailler avec. Exact. Puis en démarrage, c'est un peu difficile aussi, mais à un moment donné, quand tu gagnes l'expérience, tu te dis oh, minute, là, je suis capable de sélectionner mes clients puis de prendre des clients qui vont me respecter, qui vont respecter mes boundaries. Tu sais, de respecter le processus de production, finalement, c'est pas... Même si tu rushes un produit, tu vas peut-être l'avoir un peu plus rapidement, mais la qualité va peut-être être moindre aussi. Là. Ouais. Mais c'est comme moi, j'ai un client, il avait commandé quelque chose pour la même journée quand comme la journée d'après, je faisais toutes mes livraisons. Okay. C'était comme 40$ de produits qu'il voulait. Okay. C'est comme, je ne vais pas conduire à la cuisine, aller lui livrer le produit, revenir pour 40$ quand que je peux juste comme l'inclure dans ma route de livraison le lendemain. Ça va être capable de comme... Ouais, je comprends. Mais c'est extrêmement difficile au début. C'est comme, tu veux être un petit peu comme un people pleaser, que c'est quelque chose que j'essaie de travailler dessus, puis c'est de mettre tes boundaries. Mais c'est une autre chose que comme... C'est des complications que j'ai trouvées, c'est avoir des conversations entrepreneuriales avec des gens qui ne sont pas des entrepreneurs. Ça peut être compliqué. Quelqu'un qui n'est pas un entrepreneur va être comme, ben oui, il va le livrer. Ouais, mais attends une minute, là. Le gaz, le temps. Oh, attends, il y a tout plein de questionnements. Là. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. C'est pas tout le monde qui comprend. Oui, c'est vrai que cette mentalité-là. Surtout quand tu es comme quand tu es un solopreneur, comme moi, ou comme je suis tout seul dans la business, j'ai pas vraiment comme quelqu'un d'autre que je peux comme bondir des idées dessus. Ouais, c'est bon de comme, essayer de se trouver un écosystème. C'est là que comme travailler des consultants, ça l'aide vraiment. Où ils peuvent te dire comme voici comme les best practices, voici qu'est-ce que tu vas faire, voici comment tu vas t'organiser. Ça l'aide beaucoup. Parfait. Puis est-ce que toi, tu as une boutique en ligne? Est-ce que tu peux vendre tes produits par toi-même, finalement? Oui. Juste avant que la pandémie a frappé, je me suis ouvert un site Shopify. Parce que quand le marché fermait, je voulais transitionner de comme... Le marché d'hiver, il n'est pas autant populaire. Je me faisais pas tant d'argent. J'étais comme... Je veux continuer à vendre à mes clients. Je vais les livrer. Si je fais comme 5 livraisons, that's it. Au moins, je fais mes 5 livraisons, puis là, ma journée est finie, je retourne à la maison. C'est pas comme si je suis là comme toute la journée. Right. J'ai fait ça, puis là, la pandémie a frappé, puis... Au début, c'était super. J'ai eu comme... Ma meilleure semaine de vente a été durant la pandémie, en mars 2020. Hey, tant mieux. Tous les produits, c'est ce qui m'avait lancé originalement dans le tofu. Aux épiceries locales, tout le tofu était vendu, toutes les fèves étaient parties. Mes clients, ils ont comme vraiment stocké up beaucoup avec mon produit. Puis une des choses qu'ils me disaient, c'est comme, il n'y a pas de tofu, on était avec du tempeh. Ça l'a vraiment planté l'idée que comme, peut-être faudrait que je regarde à faire du tofu. Je comprends. Cool. Puis, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, je pense avec la pandémie, ça a fait réaliser le monde, OK, c'est bien d'avoir un brick and mortar, mais plus que ça, il faut vendre nos produits à distance nous-mêmes, puis ne pas être, dans le fond, prisonnier de ce bâtiment-là physique, là. Fait que, non, c'est clair. Puis je pense que ça peut te faire aussi un revenu, un genre de revenu passif si tu vends, je sais pas, un livre de cuisine, par exemple, tu sais, ou des produits numériques, tu sais. C'est quelque chose que les gens m'ont suggéré. Ça, c'est une des choses. Moi, je ne suis pas mon client typique. Je ne suis pas mon client primaire. Qu'est-ce qui est important pour mon client, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Comme j'ai mentionné, comme qu'est-ce qui m'intéresse, c'est comme des calories, comme l'impact nutritionnel de la nourriture. Les recettes, ça m'intéresse un peu moins. Ça, c'est une des choses comme j'ai reçu comme une coupe de bourse, puis c'est justement comme ça que j'ai reçu les recettes que j'ai sur mon site Internet, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un pour me faire ça, parce que je ne suis pas mon client
ton client primaire. OK, je comprends. Excellent. Ben, puis au niveau de ton marketing, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour faire connaître tes produits? Un peu, c'est quelque chose que je peux définitivement devenir meilleur à. Juste comme moi, personnellement, comme utiliser les réseaux sociaux, c'est pas comme... Je suis plus un lurker que quelqu'un qui va comme poster souvent. Je suis pas comme la meilleure personne pour faire ça. J'ai une couple de photos que j'ai faites comme avec du financement que j'avais reçu, puis c'était super. Ça, c'est ces photos-là que j'utilise. J'avais comme investi un petit peu pour faire comme de la promotion de ma business par rapport sur les médias sociaux. Mais les résultats qu'on avait reçus, c'était vraiment pas si fort que ça. C'était un petit peu décevant, mais on a appris beaucoup. On a reçu beaucoup d'informations sur comme beaucoup de validation sur comme c'est qui mon client, ils ont quel âge, où est-ce qu'ils vivent, tout ça. C'était bon dans ce sens-là, mais c'était juste beaucoup d'argent à lancer pour comme pas avoir comme un retour de vente. Mais c'est une business comme la mienne où c'est comme dans la distribution du produit, tu as besoin de contrôler la température. C'est un petit peu plus compliqué que comme quelque chose que tu peux juste mettre dans une enveloppe ou dans une boîte ou un produit qui est plus comme shelf stable. Définitivement plus simple côté distribution qu'un produit congelé ou réfrigéré. C'est clair. Ben oui, il faut que tu penses à tout ton packaging. Est-ce que c'est possible quand même de développer un packaging qui va être efficace puis pas trop coûteux d'une certaine façon? Ben c'est le packaging, mais c'est aussi la mode de distribution. OK. Parce que si je t'envoie par la poste, il faut que je l'envoie avec la dry ice. Il faut que je sois capable de garantir que le produit reste à moins de 18 Celsius pour toute la durée. Il faut que je paye le shipping express. Si je mets de la dry ice, il faut que j'aie comme... Il y a juste parce que le produit est en train de le relâcher du CO2, il faut que le pilote le sache, puis il y a différentes choses. Ah oui, OK, je comprends. Il y a beaucoup de complications quand ça arrive. Une des choses que la pandémie a vraiment highlighté un peu comme d'un point de vue différent, point de vue comme communauté, c'est important d'avoir des producteurs de nourriture locale. Parce que quand les épiceries sont plus capables de comme, recevoir les commandes, quand les épiceries sont plus capables de fournir, tu vas être capable d'avoir comme des compagnies ou des entreprises dans ta communauté qui sont capables de comme, répondre à la demande. Tout à fait. On l'a vécu pendant la pandémie. Je ne sais pas si, c'est sûr que tu l'as vu, mais dans les épiceries, il y avait des tablettes vides. Là, puis il manquait des types de produits. La rumée du papier de toilette aussi, là. C'est incroyable, là. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y avait un manque nécessairement mais c'est parce que les entreprises, ils livraient, je crois qu'il y avait un problème de distribution. Donc, c'est ça. Donc, c'est fou de vivre ça, mais si tu fais plus d'entente avec des entreprises locales, tu vas répondre à ce problème-là. Puis je pense que ça encourage aussi ton économie locale encore, là, plutôt que faire affaire avec d'autres entreprises internationales, tu sais. Non, 100%. C'est pas juste comme la pandémie qui peut affecter comme les chaînes de distribution, c'est aussi comme le changement climatique. Comme nous autres, l'année passée, on avait eu comme un gros feu à travers de la Coquihalla, qui est comme un gros highway qui va connecter Vancouver à la région de l'Okanagan. Et puis, il y a eu un gros feu, puis là, quand l'hiver est arrivé, il y a eu comme... Essentiellement, la montagne a comme fondu par-dessus la rue. C'est comme... Notre artère qui connecte notre région à Vancouver a comme fermé. Encore une fois, on a vu des étagères vides, les gens ont comme paniqué, puis ont comme overstocké. Il y a beaucoup de différentes choses qui peuvent affecter la chaîne de distribution. Surtout avec le changement climatique, je pense que c'est une grosse priorité d'être capable de comme, supporter ta production locale, puis de ne pas juste être dépendant de comme, importer des produits que la communauté a besoin. Tout à fait. Non, de plus en plus, c'est fou. On vient un peu aux sources dans le temps avec les premières épiceries et entreprises qui travaillent souvent ensemble. Ben justement, je pense que c'est un bon modèle d'affaires de cette façon de retravailler ensemble et de collaborer de plus en plus plutôt. Là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à faire ça, mais c'est juste comme tu n'es pas capable de faire de compétition avec Walmart. C'est ça. Les prix sont tellement accessibles, c'est fou. Là. Comme Amazon aussi, même chose. Ça, le système n'est pas... Le système n'est pas organisé pour supporter comme les petits détaillants indépendants. Qui est un problème, mais ça, c'est une grosse conversation politique de comment est-ce qu'on organise notre économie. C'est quoi qu'est-ce qu'on met comme priorité sur comment on s'organise. Oui, on verra bien dans les prochaines années comment ça va se développer. En tout cas, avec les nouvelles. C'est incroyable avec les sanctions et tout ça. Mais j'avais une dernière question pour toi. Oui. Si j'ai un jeune qui te contacte et qui désirait se partir d'une entreprise un peu dans le genre de la tienne,
qui ont un plus-value, bien sûr, là. C'est quoi que tu conseillerais? C'est quoi les chemins à prendre au début, les premières choses à faire vraiment pour se démarrer? Ben, premièrement, j'essaierais de comprendre comme à quel point qui est dans comme son parchemin. Cause, quand tu as une business, c'est une des choses que je trouve qui arrive fréquemment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir me voir qui sont comme « Ah, je suis intéressé de me partir en business aussi. » So, t'es-tu intéressé ou t'as-tu fait comme des actions concrètes pour t'avancer? So, essayer de comprendre comme faut que tu sois capable de connaître qu'est-ce que tu as besoin de connaître que tu ne connais pas. So, comme moi, j'ai mon éducation en business. So, une des choses qu'il a fallu que j'apprenne, c'est comme toutes les régulations au point de vue de comme production de nourriture. Okay. So, si tu vas te lancer dans quelque chose de ça, comme comprends comme qu'est-ce que tu as besoin de te connaître. Puis comme on avait parlé de comme la situation financière comme à la maison, puis comment ça affecte la relation, comme qu'est-ce qui arrive si tu as comme un client qui ne te paye pas? Qu'est-ce qui arrive comme ouais, s'il y a une tonne de choses qui arrivent comme comment longtemps tu es capable de durer? Es-tu prêt? Comme quelle sorte de sacrifice tu es capable à faire? Je suis définitivement plus intéressé de comme oui, c'est important de connaître comme être connaissant de comme les différentes choses que tu as besoin d'exécuter dessus, mais c'est comme t'as-tu comme le mindset? Exact. Parce que c'est comme t'as personne qui te dit quoi faire, que c'est super, t'as beaucoup de flexibilité, mais comme si tu fais pas ce que tu as besoin de faire, ça va pas être fait. Puis t'as des conséquences qui viennent avec ça. So, t'es-tu capable de t'organiser toi-même? Ouais, ce serait plus des questions comme ça, mais c'est. Ouais, j'essaierais d'apprendre comme où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi ils sont intéressés de le faire, est-ce qu'ils te voient comme une opportunité ou est-ce que c'est pour faire beaucoup d'argent ou c'est quelque chose qui sont comme ça les aligne avec leurs valeurs. Quelqu'un qui fait quelque chose pour l'argent versus quelqu'un qui fait quelque chose parce que ça l'aligne avec leurs valeurs, ils vont venir d'une place un petit peu différente, puis tu vas le voir dans leur exécution, puis tout ça. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. J'aime bien tes conseils parce que finalement, ça revient à, c'est un travail très, très mental, tu sais, psychologique avant de savoir est-ce que j'ai assez de confiance aussi. Comment je vais faire pour aller approcher mon client si moi-même je suis pas capable de m'exprimer pour parler de mon produit, une autre personne ne va pas être plus passionnée d'acheter ton produit. Donc tu sais, travailler, c'est du développement personnel, là. Moi j'encourage beaucoup de personnes à se démarrer, à faire ça, mais tu l'as bien expliqué comme tu dis, donc écoute, c'est exactement ça, là. Mais c'est ça. Même avec comme un gros montant de préparation, il faut que tu te prépares à un certain point. Moi, quand j'étais à l'école, la meilleure analogie que j'ai eue, c'est l'entrepreneuriat, c'est tu sautes en bas d'une falaise puis tu bâtis ton avion. Ouais, en descendant, exactement. Ben oui. Ça, c'est juste savoir que comme c'est ça que tu es en train de comme t'inscrire pour, puis que ouais, les choses vont pas toujours se développer comment tu penses qu'ils vont se développer. Être capable de comme écouter à ton client, mais de comme les clients vont dire une tonne de choses. Il faut être capable de comme t'adapter un petit peu à ce qu'ils disent, mais comme il faut quand même que tu retiens ton identité. Comme tu veux pas t'ajuster, mais tu veux écouter, mais tu veux pas comme les écouter à 100% à cause ils sont pas intéressés à gérer ta business. Ils sont intéressés à avoir un produit spécifique ou un service. Tu vas être capable de tout balancer. Mais c'est n'importe qui veut se lancer dedans, moi j'ai support à 100%. C'est pas facile. C'est comme ça revient un petit peu comme à la conversation de comme devenir parent. Si j'ai une conversation avec une personne qui est intéressée de devenir entrepreneur, je ne vais pas juste leur dire que comme c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est facile, voici tous les bénéfices. Comme c'est quelque chose, comme je vais définitivement mentionner cet aspect-là, mais je vais être très clair aussi sur comme voici les défis. Puis voici comme c'est pas juste la business, comme ça affecte ta relation, ça affecte comme une tonne de choses de décider de te lancer à ton propre compte. Ça, c'est être honnête de cet angle-là, ça serait qu'est-ce que je ferais, mais donner des conseils, c'est difficile parce que si tu donnes un conseil,
qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire qu'est-ce que toi tu ferais si tu serais dans leur situation. Ouais. Dans une petite conversation, c'est extrêmement difficile d'être capable de te mettre à 100% dans leur position. Dans le passé, j'ai donné des conseils que je regrette d'avoir donné parce que je pense que je savais mieux. Ça, c'est quelque chose que Ouais, c'est pour ça que je fais extrêmement attention quand je donne des conseils. Mais comme support à 100%, puis extrêmement honnête à propos des bons côtés, extrêmement honnête à propos des gros défis ou des mauvais côtés aussi. Non, mais c'est sûr, c'est toujours touchy de donner des conseils, surtout quand, disons, quelqu'un, là, j'en vois souvent, là, mais sur les réseaux sociaux, mais que apparemment ils sont entrepreneurs à succès puis qui ont comme 20 ans, là, puis ils se démarrent. Puis il y en a que c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui c'est des fakes, qui s'inventent, qui donnent des faux conseils financiers. Ça m'amène de la colère quand je vois ça, mais écoute, il faut faire la part des choses, il faut être intelligent pour savoir ça, c'est-tu des bonnes ressources, ça, c'est pas des bonnes ressources. Mais écoute, l'entrepreneur, c'est tellement. C'est pas un chemin clair, c'est le contraire de l'éducation qu'on a eue au secondaire, au primaire. T'sais. On sort du lot, fait qu'on n'a pas de repères finalement. Fait qu'on crée nos propres repères, on crée nos propres avions en descendant. Puis après, on remonte. Mais écoute, merci beaucoup, Martin. J'ai adoré ma discussion. Toi, comment t'as aimé ton expérience de podcast? Non, c'était super, c'était le fun. J'ai vraiment. C'était. Ouais, non. That's it. Ben moi aussi j'ai adoré ça. Dernière mini question, où est-ce qu'on peut te contacter si on a des questionnements ou si on veut acheter tes produits? Sur mon site internet, c'est vegilante.ca, VEGILANTE. Et puis sur Instagram, je suis à We Are Vegilante, so WEAREVEGILANTE. Parfait. Ben écoute, un gros merci encore. Puis on se revoit tout le monde dans un nouvel épisode. Salut! Alors, ben oui, écoute, ça annonce déjà la fin de cet bel épisode. Je sais que t'en voulais plus, mais ne t'inquiète pas, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec une nouvelle invitée, vraiment avec des différents backgrounds. On va t'emmener beaucoup de contenu et je crois que ça va t'intéresser encore plus. C'est grâce à toi qui nous écoute en ce moment qu'on peut développer des beaux projets comme ça, puis de partager ma passion pour l'entrepreneuriat, d'avoir des belles discussions aussi profondes que ça dans ce beau médium qui s'appelle le podcast. C'est donc de discuter avec des gens de différentes communautés, de différentes cultures. C'est ça qui me passionne. Et bien sûr, d'échanger sur la business, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Et donc, si jamais tu veux plus de contenu, n'hésite pas à aller rejoindre, dans le fond, les réseaux sociaux de Ready Canada et bien sûr du podcast Entre 15-30. On se revoit très bientôt dans un nouvel épisode.